On a perdu. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de rester toujours fidèle. Programme de Canal d'Info, votre chaîne internationale d'information en continu. C'est la soirée de l'information. Ce soir, nous parlons bien évidemment du Cameroun avec Boko Haram et ces deux kamikazes qui ont été aperçus, appréhendés par le comité de vigilance qui devient de plus en plus vigilant. Nous parlerons aussi de la République centrafricaine avec la clôture de la campagne électorale en vue des législatives et des présidentielles annoncées pour le 30 décembre, c'est-à-dire mercredi. Nous parlerons aussi du Burkina, du Burundi, autant pour moi, avec ces pourparlers qui ont eu lieu ce jour du côté d'Entebbe, en Ouganda, sous la présidence du Yoweri Museveni. Nous parlerons aussi de l'Afrique du Sud, où le monument de Cécile Rhodes pose un véritable problème avec des étudiants qui souhaiteraient bien évidemment que ce monument-là soit déboulonné. L'Angleterre nous intéresse également ce soir, tout comme la France. On reviendra sur ces attentats du 13 novembre dernier. Voilà pour le sommaire de cette soirée de l'information, pour commenter, pour développer, pour analyser les différents sujets évoqués. Fallon Tchounia, bonsoir. Bonsoir. Journaliste En temps plein, mais également étudiante pour ce qui est des questions de publicité et d'événementiel. Ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Voilà. Alors, Guy Fondop, journaliste parfois à la radio, de temps en temps dans la presse écrite, à Ouest Littoral, ça va? Oui, ça va très bien. Il faut dire que désormais la radio s'est terminée. Donc, en 2016, c'est exclusivement la presse écrite, c'est Ouest Littoral. D'ailleurs, confirmation a été donnée il y a quelques heures seulement. Donc ce sera essentiellement Ouest Littoral où j'exercerai en tant que journaliste grand reporter. Voilà. Patrick Richard Debord, depuis à présenter spécialiste des questions de politique internationale. Bonsoir. Bonsoir Ludoger, bonsoir à Guy, bonsoir à Fallon, mais aussi à nos téléspectateurs. Alors, commençons tout de suite par ces comités de vigilance qui deviennent de plus en plus vigilants dans la partie septentrionale du pays et qui ont permis d'éviter encore un carnage ce jour, avec ces deux femmes kamikazes qui ont été donc appréhendées. Alors, Fallon, contrairement à d'autres pays où ces kamikazes frappent et occasionnent des boucheries humaines, dans la partie septentrionale, les comités de vigilance semblent vraiment avoir pris le taureau par les cornes. C'est appréciable, c'est même louable que les comités de vigilance aient pris le taureau par les cornes. Et c'est une bonne chose parce qu'on n'attendait que ça. Et ce n'est pas la première fois qu'ils réussissent à déjouer des attentats du côté du septentrion. On est déjà assez content parce que les populations du Nord Cameroun ont compris que la guerre contre Boko Haram, ce n'est pas seulement la guerre contre l'armée, ce n'est pas seulement la guerre contre la police, ce n'est pas seulement la guerre contre le gouvernement, mais c'était une guerre contre tous les citoyens camerounais. Et le fait qu'ils se soient organisés en comité de vigilance montre aujourd'hui qu'ils ne l'ont pas fait seulement pour se vouer la face, ils ne l'ont pas fait seulement pour le plaisir, mais ils l'ont fait pour travailler. Parce que depuis le mois passé jusqu'à aujourd'hui, ils ne cessent de montrer qu'ils sont vraiment vigilants, comme l'indique leur nom, comité de vigilance. Et ça prouve aussi qu'il y a une collaboration entre les populations du Grand Nord, parce qu'ils réussissent à aller déjouer, ils se renseignent, ça montre qu'il y a une organisation dans la lutte contre Boko Haram du côté du septentrion. Et c'est quelque chose qu'on doit féliciter, parce que la semaine passée, sur ce plateau, on en parlait encore, et on ne cesse de leur dire du courage, allez toujours de l'avant, et nous sommes de tout cœur avec vous. Alors, c'est à l'entrée du marché de Bodo, entre Fotokol et Maltam, que
ces femmes kamikazes là ont voulu perpétrer leur coup. Alors Patrick Hissan, d'abord, cet exploit du côté vigilance arrive quelques jours seulement après que le chef de l'État ait eu à décorer certains et féliciter d'autres. Et ils avaient d'ailleurs reçu même des petits moyens pour davantage se mettre en branle. Oui, c'est vrai, Louis Roger, même si on ne peut pas réduire, n'est-ce pas, toute la bravoure, la ténacité et le courage de ces populations à ces décorations-là, elles sont tout au moins galvanisantes et elles permettent peut-être de faire croire à ces populations, ou alors elles les réconfortent dans le fait que tout le pays a les yeux rivés vers leurs différentes actions. Ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que on retrouve véritablement la nature première même de ces populations de l'extrême nord. Si vous avez côtoyé ces régions-là, c'est des personnes téméraires qui sont prêtes au sacrifice quand elles croient à un idéal. Et le danger qu'on avait perçu dans les petites dissensions qui avaient cru apparaître entre la cohabitation de ces populations avec l'armée, c'était justement que ces populations voient dans l'armée un ennemi. Ça allait être très difficile d'avoir ce résultat. Mais Dieu merci, les petits différends qu'il y a eu ont très vite été jugulés. Et aujourd'hui, armée et population dans la partie septentrionale ont le même combat. Et on voit que chacun se déploie dans son secteur. Autant l'armée, avec les renseignements qu'elle peut avoir, joue son rôle sur le plan conventionnel en pourchassant, en opposant sa force de frappe et de feu, n'est-ce pas, à la milice qui elle-même ne réagit plus de manière frontale. Autant les populations dans une organisation qui leur est propre et dans une organisation qui permet finalement de se rendre compte que ces communautés-là se connaissent. Toutes les populations qui habitent dans les environs d'une communauté sont pratiquement identifiées. Et donc, elles fonctionnent en relais du renseignement. Et c'est là l'arme fatale que, je l'ai souvent dit, Boko Haram n'avait certainement pas envisagé dans sa quête d'espace et dans son imagination de conquête du Cameroun. Parce que ce qui a marché avec un peu plus de fluidité du côté du Nigeria ou ailleurs a du mal à fonctionner au Cameroun, justement parce qu'on fait face ici à une population qui a décidé de se prendre en charge en plus de l'intervention conventionnelle de l'armée. Et ici, c'est le lieu de manifester et de magnifier, j'allais même dire, de magnifier la collaboration de ces populations qui sont prêtes à aller au sacrifice. Je vous rappelle en passant que certains des membres de ces comités de vigilance, conscients même du danger, n'ont pas hésité à affronter ces personnes qu'elles savent porteuses de bombes. Il faut avoir du courage, de la détermination pour y aller. Le sacrifice que ces populations mènent est à la hauteur du sacrifice que nos hommes en armes mènent aussi quand ils vont sur le front. Donc, c'est à louer, mais c'est surtout à pérenniser. Et si on va dire ce courage, cette volonté de protection du pays qui anime ces populations pouvait animer l'ensemble des Camerounais, animer les gestionnaires des deniers publics au Cameroun, animer finalement toute la classe dirigeante de notre pays, au point où on verrait des dirigeants, des leaders prêts au sacrifice pour ce pays, je pense qu'on résolverait beaucoup de choses, non seulement sur le plan sécuritaire, mais même sur le plan du développement de ce pays, parce que tout le monde aurait l'amour du pays et se sentirait concerné par la protection de ce pays. Alors Guy Fondop, des comités de vigilance de plus en plus vigilants, et pour paraphraser Patrick Hissan d'abord, est-ce que tous les Camerounais devraient également se sacrifier ou être sur le qui-vive comme ces comités de vigilance? Oui, je pense que oui, parce que c'est d'ailleurs ce qu'on doit aujourd'hui demander aux Camerounais qui nous écoutent. En période de péril sur l'État, il est très important que le sentiment républicain soit valorisé. Et je pense que par les différentes actions de ces groupes, de ces comités de vigilance, on voit réellement qu'il y a un exemple qui est donné. Après, il faudrait que tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient concentrés dans cet élan-là de valorisation de la République, pour que nous puissions donc survivre dans une situation aussi difficile que celle que nous avons avec la secte islamiste Boko Haram. Mais lui, Roger, il faut dire une chose, c'est que ceci vient en même temps nous montrer quand même énormément de manquements concernant l'organisation de l'État du Cameroun ou alors de l'armée camerounaise face à la guerre contre Boko Haram. On a ici plusieurs cas, plusieurs révélations de kamikazes, débusqués plutôt par les comités de vigilance que par le système même de renseignement camerounais.
On attend de voir aujourd'hui, après près d'un an, que Boko Haram a changé véritablement de mode opératoire en passant par des attentats. Voilà. On attend de voir que l'armée camerounaise ou alors les services de renseignement ont finalement compris le mode opératoire, analysent au quotidien le mode opératoire de ce mouvement terroriste et soient capables d'intercepter elles-mêmes un certain nombre de kamikazes, comme on le voit d'ailleurs avec beaucoup d'autres pays qui sont engagés dans ce type de confrontation avec des mouvements terroristes. Merci. La République centrafricaine, en ce moment, est en train de boucler sa campagne pour ce qui est donc de la présidentielle. C'est jusqu'à minuit ce lundi. La date a été prorogée 3 jours supplémentaires pour permettre à ce que le matériel électoral puisse être acheminé dans l'arrière-pays. Alors, Fallon, les candidats ont eu jusqu'à ce soir pour battre campagne pour ceux qui ont vraiment les moyens. Je pense que oui, ils ont eu jusqu'à ce soir pour battre campagne, pour ceux qui ont vraiment les moyens, parce qu'aujourd'hui, c'est la dernière ligne, disons, droite de la présidentielle en Centrafrique. Ceux qui ont les moyens se sont déportés vers les localités les plus éloignées et pour pouvoir battre campagne. Et ceux qui n'en avaient pas sont restés dans le centre-ville de Bangui pour battre campagne. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est à la fin de cette journée qu'il va falloir convaincre les populations, convaincre tous les Centrafricains que voilà, nous sommes, ou alors je suis le bon candidat pour vous. Mais jusqu'à présent, espérons que ces Centrafricains se sentent assez rassurés pour aller voter, parce que je pense que jusqu'à présent, il y a encore un climat de peur qui sévit en Centrafrique et le matériel est encore en train d'être acheminé et nous souhaitons vivement que ce matériel arrive aux différents postes de vote afin que cette élection présidentielle ait réellement lieu le 30. Voilà. Alors, Guy Fondop, en ce moment, si l'ONU a déployé tout son artillerie lourde pour sécuriser le territoire et surtout la capitale Bangui et certains points sensibles. On parle également de la patrouille de cette force française Sangaris. Est-ce que ce déploiement sécuritaire-là rassure de la tenue de cette échéance tant attendue en RCA? Écoutez, Louis Roger, on ne va pas dire que cela rassure essentiellement de la tenue du scrutin, mais aussi du résultat même du scrutin. Je tiens ici à vous rappeler qu'on est exactement dans la situation que nous avons vécue en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara en 2010. C'est-à-dire qu'on a une force française qui est présente, on a une mission, une force des Nations Unies aussi qui est présente sur le terrain, mais sauf que c'est une force des Nations Unies en réalité qui est pilotée encore par la France, parce que c'est la France qui a voulu que cette force-là intervienne en République centrafricaine. C'est aussi un Français qui, du côté des Nations Unies, bien sûr sous proposition du gouvernement français, c'est un Français qui gère, n'est-ce pas, ces troupes-là sur le terrain de ce côté-là. Donc on est essentiellement dans la situation que nous avons vécue avec la Côte d'Ivoire en 2010, où l'armée française, où les Français ont influencé dans le choix des différents candidats, où les Français ont déjà un candidat qui devrait automatiquement être positionné à la tête de la République centrafricaine, où les Français se sont aussi donné un certain nombre de moyens pour permettre à ce candidat-là, effectivement, au soir des élections, eh bien, d'être porté non seulement en gagnant de ce scrutin, mais aussi d'être porté à la tête de la République centrafricaine. Donc, on est dans une situation où on est presque certain que celui qui avait été préparé par Paris va remporter les élections et que celui-là sera installé en toute quiétude du côté de Bangui. Alors, Patrick Essian, d'abord, les forces françaises de la mission Sangaris qui seront présentes dans le fief de l'ancien président de la République centrafricaine, François Bozizé, à Bosango, et bien évidemment dans d'autres points sensibles. Pourquoi ces choix stratégiques? Et pourtant, on a par exemple cette région de l'Est où Noureddin Adam avait établi sa république qui devrait être également sécurisée. Écoutez, vous le dites si bien dans l'interrogation que vous posez, le pourquoi il est plein de sens, Louis Roger. On se serait de manière logique attendu, comme vous le dites, que le Nord-Est et notamment la pseudo-république du Logone, qui finalement n'a plus le droit de citer, ait été la cible principale de la sécurisation, n'est-ce pas, de ce processus électoral.
À la vérité, vous avez vu la sortie de Nouroudine Adam après son entretien avec le patron des lieux du côté de N'Djamena, son revirement de situation au sujet de cette supposée division ou partition de la RCA, et puis son entretien fleuve accordé à un média de la place française où finalement il joue aux démocrates, à l'apaisement, et il promet une collaboration sans faille avec les forces onusiennes pour la sécurisation du processus dans cette partie-là. Donc de facto, on pourrait dire que la mission des Nations Unies et les acteurs du processus là-bas sont convaincus de ce côté-là, il n'y aurait pas de problème. Mais pourquoi le fief de Bozizé? Simplement parce que Bozizé est écarté du processus d'abord, et qu'on dit bon nombre d'anti-Balaka fidèles à Bozizé. Et de ce côté-là, on n'a finalement pas un discours d'un mentor qui, comme nous le dit Nadam pour la Séléka, aurait garanti une quelconque sécurité que ce soit. Donc voilà une des raisons qui peut expliquer pourquoi on cible le fief de Bozizé, surtout qu'on a vu qu'après la mise à l'écart de François Bozizé, lors de la liste rendue publique des différents candidats, la trentaine actuellement, on a vu quand même qu'il y a eu des échauffourées dans la capitale Bangui, des anti-Balaka et les partisans de Bozizé qui ont quand même 48 heures durant fait paniquer un peu la sécurité, déjà très fragile du côté de la République centrafricaine. Donc, si on peut se résumer, c'est que on a dans Nouroudine Adam pratiquement une oreille de N'Djamena qui, on sait, même si elle ne se présente pas de manière ouverte, la capitale tchadienne ou en tout cas le pouvoir de N'Djamena, est très impliqué dans le processus actuel en République centrafricaine. On n'oublie pas qu'avec un regard lointain mais très présent, plus qu'étouffant même, la France est là, et que la mission onusienne qui cohabite avec la mission française Sangaris qui est là-bas, ça ne fait que deux chambres d'une même maison, j'ai envie de dire. Et puis, au finish, cette mission onusienne-là, elle-même, elle est dépassée, il faut le dire. Et quand on regarde même souvent la constitution de cette troupe, on se dit, mais bon Dieu, est-ce qu'on peut envoyer des troupes dans un pays qui n'ont pas véritablement connaissance, n'est-ce pas, de la géographie, l'aspect culturel, socio-culturel, j'allais dire, de cette zone? Quand vous avez des soldats qui viennent de très loin, ça devient difficile de pouvoir s'adapter à la configuration socio-culturelle de l'endroit. Mais au finish, si je pourrais me résumer, Louis Roger, ce n'est pas de manière anodine qu'on envoie de manière ciblée ces protections vers ces centres. Je vous ai dit, pourquoi pas à l'Est? Parce que Nouroudine Adam est là, et apparemment, il semble être un allié de ceux qui mènent le processus actuellement. Et aucun de ces alliés-là n'a intérêt à voir le processus biaisé, en tout cas sur ce côté. Pourquoi chez Bozizé? Parce que les anti-Balaka, disent-ils, sont majoritairement favorables à Bozizé, et qu'on sait que dans le camp de Bozizé, il y a des personnes qui ne sont pas contentes, malgré le ralliement de Bozizé avec un candidat. On a l'impression, ou alors la crainte, qu'il pourrait y avoir des extrémistes et des radicaux du côté du camp de Bozizé qui pourraient s'aimer la zizanie et finalement discréditer ce processus. Ils sont donc 30 candidats à prendre part à cette présidentielle du 30 décembre du côté de la République centrafricaine, sans compter également que cette élection présidentielle est couplée aux législatives. Il sera également question pour les Centrafricains de choisir leurs députés. L'élection, donc, c'est un mercredi, prolongé de 3 jours par la présidente de la transition, Catherine Samba Panza. Donc, c'était un travail qui un défi que l'autorité nationale des élections devrait donc relever. Parlons à présent du Burundi avec ces pourparlers de paix qui ont enfin eu lieu ce jour, avec bien évidemment toutes les parties prenantes, les représentants du gouvernement, l'opposition, la société civile déterminée à trouver une issue pour la sérénité au Burundi. Alors on a vu à travers les images de certaines chaînes de télévision internationales que ces pourparlers ont véritablement eu lieu. Est-ce que c'est un très bon signe qui augure des lendemains meilleurs ou des lendemains qui enchantent pour le Burundi? Si c'est un très beau signe, oui. Les pourparlers ont toujours été des très beaux signes pour les pays qui sont en conflit. Mais maintenant, est-ce que ces pourparlers permettront de ramener la paix au Burundi? C'est la question que l'on se pose du moment où, durant cette première journée, on a vu les différentes parties
présente, se pointer du doigt, accuser l'autre, accuser tel. Et pour le parti au pouvoir, il n'était pas question que l'on revienne sur les accords d'Arusha et qui déjà devaient délégitimiser le président Nkurunziza. Pourtant, s'il faut entrer en négociation, on n'a pas besoin de prendre une position assez calée. Maintenant, toutes les parties présentes aujourd'hui n'ont pas trouvé satisfaction de cette première journée, bien que l'objet c'était de trouver un terrain d'entente. Maintenant, la réunion a été reportée au 6 janvier, mais il y a le ministre Alain qui disait ceci, lui, cette date n'a pas été donnée de manière concertée. Ça veut dire que tout le monde n'était pas d'accord pour cette date. Et lorsqu'il dit déjà ceci, on se demande s'il sera présent à la prochaine rencontre. Mais pourtant, on a besoin que ces personnes soient présentes pour trouver une solution pour le Burundi. Maintenant, il va falloir que le président ougandais use de sa position de médiateur, je pense, pour pouvoir encore donner l'engouement, donner alors le plaisir à ces partis-là de pouvoir trouver une raison de se réunir le 6 afin que l'on puisse sortir le Burundi de cette crise. Alors une réunion, Guy Fondop, juste pour peut-être savoir, comment dire, la remplir peut-être la fiche des présences avant d'entamer véritablement les négociations, est-ce déjà un très bon signe ou alors il faut pas s'attendre à grand chose? Il faut dire, lui, Roger, que ceci s'inscrit essentiellement dans la dynamique géopolitique, n'est-ce pas, qui aujourd'hui anime ce pays, le Burundi, qui, on le sait très bien de ce côté-là, le gouvernement est en train l'exécutif actuel est en train de subir toutes sortes de pressions venant de l'opposition. Il faut dire ceci, lui, Roger, que dans ce genre de situation, il y a deux cas. Soit on organise ces pourparlers pour renforcer le pouvoir de celui qui a été maintenu en place, soit on organise ces pourparlers pour le fragiliser, c'est-à-dire que faire comme on avait fait pour Laurent Gbagbo du côté de Marcoussis, en réunissant la société civile, les partis d'opposition et même les groupes rebelles, dans le sens d'imposer par la suite au président Gbagbo de l'époque un accord ou alors un programme qui venait plutôt le fragiliser, dans ce sens, donc préparer sa sortie. Donc on va attendre de voir très exactement dans quel sens est-ce que les pourparlers qui se déroulent en ce moment du côté de l'Ouganda vont aboutir. Est-ce que ce sera pour renforcer les capacités, les pouvoirs de Paul Kagame qui a été de Pierre Nkurunziza qui a été donc maintenu au terme de toutes les tensions qu'on a connues, ou alors est-ce que ce sera l'occasion de renforcer plutôt les capacités de la société civile et de l'opposition du côté du Burundi et faire en sorte que ceux-ci qu'on obtienne pourquoi pas un gouvernement d'union nationale. De large consensus. Oui, de large consensus, ou alors un gouvernement d'union nationale qui permettrait donc par la suite de réduire les pouvoirs de Pierre Nkurunziza et de l'orienter progressivement vers la sortie, comme ce fut le cas de Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2010. Alors, Patrick Issam, d'abord les visages, on a vu quand même des personnalités se retrouver, même si c'était juste pour une prise de contact, mais c'est déjà un grand pas. Oui, forcément que le seul mérite, et peut-être même l'unique qu'il fallait attendre de cette première journée du dialogue ouvert entre les protagonistes de la crise au Burundi, c'était le fait de voir déjà les Burundais se regarder en face, revenir. Et maintenant qu'on a un visage collé tout au moins sur la rébellion, ça permettait tout au moins d'avoir des interlocuteurs identifiés. En dehors de quelques acteurs de la classe politique, c'était important que les Burundais se retrouvent. Et c'est d'ailleurs ça le seul mérite, comme je l'ai dit tantôt, qu'on peut finalement attribuer à cette journée. C'était annoncé. Le médiateur Yoweri Museveni, président de l'Ouganda, et son état-major qui préparait ces pourparlers, l'avait d'ailleurs annoncé. Cette journée sera uniquement une journée de mise en condition, une espèce d'échauffement. On ne pouvait rien attendre de cette journée. Et il me semble que dans un contexte comme celui-ci, il est de bon ton que les différents acteurs haussent le ton, question de lever les enchères, parce que de ces enchères-là vont dépendre forcément la suite des pourparlers. Mais le plus gros des négociations, il me semble, va se terminer du côté de Arusha, Tanzanie. On a voulu peut-être toucher la symbolique des accords de Arusha en 2000, qui avait mis fin à cette longue guerre au Burundi,
qui aujourd'hui semble revenir sur la scène. Donc, à la vérité, il n'y avait rien à attendre de cette première journée. Si elle s'est tenue, malgré les divergences de point de vue, je pense que son mérite était déjà de se tenir. Maintenant, sur le plan stratégique, il me semble aussi que ça va participer à prolonger un peu, on va dire, la tension, ou même ça peut participer à décrisper un peu, même si c'est à un moindre niveau, cette tension-là. Parce que, à la vérité, on était arrivé à une situation de pourrissement au Burundi qui pouvait finalement embraser toute la région. La sous-région, j'ai envie de dire, et l'ICAD, l'organisation gouvernementale des pays membres, n'est-ce pas, des pays de l'Afrique de l'Ouest, s'était donné pour mission justement de freiner les velléités de cette crise qui pouvait dangereusement, et qui peut même encore, parce qu'on n'est pas encore sorti, n'est-ce pas, de cette situation malheureuse, qui peut dangereusement impacter la vie des pays comme la RDC, le Rwanda et autres, qui sont limitrophes au Burundi. Vous voyez donc voir que si ces pays-là s'impliquent, c'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a eu cette espèce de refus de la médiation du président béninois qui venait mandaté, nous a-t-on dit, par l'Union africaine, mais venant de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il était inconcevable pour les pays de l'ICAD. Et ça, c'est une analyse qui peut se vérifier par les faits et gestes, qu'un pays qui vient de l'Afrique de l'Ouest vienne gérer les pays, les problèmes de la sous-région. C'est à ce niveau qu'on a compris quand même qu'il y avait une espèce d'incongruité ou même d'incompréhension dans la démarche de l'Union africaine, qui envoie un médiateur en la personne de Yahya Boni, alors qu'elle a cautionné auparavant la médiation de Yoweri Museveni, lui-même soutenu par les États-Unis. Et on était un peu inquiet parce que ça traînait quand même cette médiation de Yoweri Museveni, lui-même impliqué avec le processus électoral en Ouganda, ce qui fait qu'on avait l'impression qu'il n'avait pas suffisamment du temps pour s'impliquer et s'investir dans cette médiation qui lui avait été confiée. Maintenant que la pression internationale est là, et qu'on a un niveau d'insécurité ou alors un niveau de crise qui semble faire craindre le prix à tous les pays de la sous-région, eh bien, le soldat Museveni était bien obligé de rentrer en scène peut-être beaucoup plus tôt qu'il avait prévu, parce qu'il me semble qu'il avait d'abord l'intention de résoudre son problème interne avant de revenir s'occuper de la crise burundaise, mais sauf que la montée en puissance des violences ne lui a pas permis d'aller dans ce sens. Attendons de voir les jours qui vont suivre. Cette date du 6 janvier pour le report, en tout cas pour la prochaine rencontre, ne semble pas convenir à tout le monde. Il y aura des tractations. Est-ce que ça va se passer avant? Mais dans le calendrier annoncé par la médiation jusqu'ici, la suite des négociations devrait pouvoir prendre la direction finalement d'Arusha en Tanzanie. Parlons à présent de cette nouvelle polémique autour de la statue du colon britannique Cecil Rhodes, avec des étudiants de l'université d'Oxford qui ont lancé une pétition pour qu'une statue du colonisateur John Rhodes Cecil, érigée devant l'un des bâtiments de la célèbre institution, soit déboulonnée. Alors ce mouvement s'inspire d'une autre campagne similaire menée par les étudiants sud-africains, les étudiants bien évidemment de l'Université du Cap il y a quelques temps seulement. Alors aujourd'hui, les questions que certains monuments puissent refléter quand même l'histoire de certaines universités, surtout les noms qui sont donnés à nos universités. Est-ce qu'on ne trouvait pas que ces étudiants-là ont raison de demander que l'on détruise un monument qui ne reflète pas l'éthique, la philosophie de leur université? Je pense qu'ils ont pleinement raison, parce que déjà chaque université, avant d'être construite, elle a une histoire. Et pendant qu'elle est construite, il y a des personnes qui œuvrent en sorte que les travaux se déroulent bien. Il y a des personnes qui œuvrent en sorte que les différentes filières soient instaurées. Il y a des personnes, des enseignants, même des doyens, qui dans ces universités-là œuvrent jour et nuit pour que le système éducatif de certains pays, ou alors même disons de l'Afrique du Sud, soit à l'image de ce pays. Mais maintenant, lorsqu'on retrouve que dans ces lieux estudiantins, il y a encore les statues ou les monuments qui représentent des anciens colons, qui est encore un signe de domination, je dirais, parce que l'Afrique, et même l'Afrique du Sud, a eu un grand homme comme Nelson Mandela. C'est vrai qu'il y a des monuments pour lui, mais il y a des personnes qui sont entrées dans l'histoire et maintenant qui méritent qu'on leur rende un grand hommage, surtout dans les nouveaux estudiantins, afin que les jeunes même puissent s'imprégner de la personnalité de cette personne-là, puissent regarder à ce monument et se dire, tenez, voilà quelqu'un qui a œuvré pour que cette université soit
construite. Voilà quelqu'un qui a œuvré pour que la filière que je fais même soit mise en exergue dans mon pays, ou alors voilà quelqu'un qui a œuvré pour qu'on ait telle chose ou telle chose. Mais maintenant, lorsqu'on revoit encore le monument d'un colon qui n'aime, tout d'abord n'est pas sud-africain, mais à ce moment-là, on a comme l'impression que c'est encore une forme de domination, on est encore sous une forme de servitude et on ne se sent pas totalement libre. On a comme l'impression qu'il a encore de l'autorité dans ce secteur, il a encore de l'autorité en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud. Et maintenant, il faudrait qu'on valorise des personnes, même qui ont œuvré pour que ces universités soient construites. Voilà. Alors, 2300 étudiants de l'université d'Oxford qui estiment que Rhodes must fall. Alors, Guy Fondorp, vous êtes d'accord pour que ce monument de ce colonisateur soit détruit? Oui, mais tout à fait d'accord, lui, Roger, parce que nous aussi au Cameroun, nous vivons aussi la même situation avec le monument du général Leclerc qui a été déboulonné plusieurs fois, voilà, décapité même d'ailleurs par un jeune compatriote et remis en place avec tous les regrets qui vont avec, parce que il est tout à fait clair que l'outil de la géopolitique la plus brutale que nous ayons aujourd'hui ne sont pas les armes, c'est essentiellement ce qu'on appelle la géopolitique culturelle, c'est-à-dire que les puissances s'imposent par leur culture. Et quand on parle de culture ici, on voit ces monuments-là qui sont de grands vecteurs culturels et qui sont en même temps donc voilà, des sortes de contenants, de récipients voilà, du néocolonialisme. Donc, si ces vestiges ne servaient à rien, si c'était vraiment des vestiges, on ne trouverait pas de problème à ce que ces vestiges-là soient déboulonnés. Mais si on voit qu'à chaque fois ces puissances-là voilà, veillent au grain, de telle sorte que ces monuments continuent à trôner voilà, sur les différents lieux, c'est parce qu'ils savent très exactement qu'avec cela, il y a comme une assise culturelle sur les populations qui, par la suite, sont tout simplement amenées à intégrer la culture du colonisateur ou alors la culture de la puissance qui veut ainsi se pérenniser ou alors s'imposer. Et donc, par la suite, les populations vont être aliénées par ce facteur culturel-là et accepter voilà, de manière volontaire eh bien, la domination qui va naître par la suite. Moi, je pense qu'on devrait, aujourd'hui, dans un rapport de force, il faudrait qu'on puisse effectivement aboutir à une situation où on sort, où ces vestiges-là tombent. Mais pour que ces vestiges tombent, il faudrait bien évidemment qu'il y ait, qu'au niveau même voilà, de l'État, qu'il y ait voilà, une volonté profonde de faire tomber ces vestiges-là, c'est-à-dire de rompre définitivement avec une sorte avec certains pouvoirs de domination qui, par le passé, auraient triomphé. Mais on voit très bien qu'on en est très très loin quand on voit le cas du Cameroun avec le général Leclerc qui est tombé et puis qui est revenu très rapidement en place. On comprend qu'on en est très loin parce que ces puissances savent très exactement à quoi servent ces vestiges-là et veilleront par tous les moyens à ce que ces vestiges soient maintenus en différents lieux. Maintenant, c'est le rapport de force voilà, qui nous dira très exactement si en Afrique du Sud, on peut, pourquoi pas, réaliser ce qu'on n'a pas pu réaliser ici au Cameroun avec le général Leclerc. Alors, Rhodes John Cecil a été l'auteur, bien évidemment, de cette guerre sanglante entre Anglo et Boers. Et l'université d'Oxford est une université où la culture d'intégration est prônée. Alors, Patrick Christian, d'abord, vous voyez que c'est tout à fait logique que ces étudiants exigent, n'est-ce pas, la démolition de ce monument, comme l'ont fait certains étudiants sud-africains en mars dernier. Ben écoutez, nous sommes dans une logique, où finalement on peut se dire que les étudiants qui sont à l'école du savoir et qui sont appelés à être les penseurs, n'est-ce pas, des idéaux à la fois sur le plan culturel, sur le plan social, ces étudiants-là commencent déjà à marquer leur territoire. Ça veut dire que certainement qu'ils se sentent indignés par le contraste qu'il y a entre ce qu'il leur est enseigné et la matérialisation de cet enseignement, déjà même dans le milieu de l'expression de cet enseignement-là. À la vérité, c'est ce qu'il faut retenir comme leçon. C'est une espèce d'indignation de ces étudiants qui donnent l'impression de prendre conscience de ce qu'il y a une espèce d'inadéquation entre le processus qui leur est transmis et la réalité, finalement,
matérialisée de ce processus-là. Après, je dirais simplement qu'on peut remonter en amont et puis demander aussi si ces étudiants ne devraient commencer pas à se poser, ne devraient-ils pas commencer à se poser même des questions sur le nom de leur université? Parce que c'est déjà bien d'arriver aux statuettes, c'est un signe de prise de conscience, mais pour que l'action soit complète, peut-être qu'il faut remonter même jusqu'au nom de l'université. À quoi il sert? Est-ce qu'il participe à l'intégration annoncée? Est-ce que c'est dans un concept où ils peuvent se reconnaître comme étant des valeureux représentants héritiers de cette intégration qui est le symbole de leur université? Il me semble que c'est peut-être aussi un des points qu'il faut toucher. Et on en profite pour parler justement de cette acculturation parfois qu'il y a dans les actes qui sont posés, à la fois dans les relations interétatiques, dans les relations socio-diplomatiques. Donc on peut constater finalement que c'est vrai, la domination, comme le disait Guy à l'instant, passe peut-être par la violence physique, mais elle est aussi parfois plus dangereuse même quand elle est une source qui émane d'une stratégie d'intelligence. Parce que là, on annihile la capacité de penser, on induit dans l'homme, on induit dans la personne humaine finalement une ligne, une conception de la vie qui n'émane plus de son essence à lui. Et c'est à ce niveau que ça devient dangereux parce qu'on déstructure finalement l'essence de la personne humaine quand on lui impose une espèce d'acculturation qui le rend dépourvu de toute capacité à penser de lui-même. Et c'est peut-être là le danger. Je dis que cet exemple-là, on peut s'en servir pour revoir ici nous-mêmes, dans nos pays, ici en Afrique et partout, notamment en Afrique subsaharienne, combien est-ce que nous devons avoir des choses à redire sur les appellations de nos rues, de nos maisons, de nos capitales, Libreville, Franceville, Brazzaville, et j'en passe. Vous voyez, c'est autant de symboles. En face de l'Assemblée nationale qui est censée au Cameroun représenter l'idéal de toute la pensée de la volonté d'un peuple, je vous assure, ce n'est pas le lycée Martin-Paul Samba ou bien le lycée, j'ai envie de dire, Mongo Betty, mais c'est le lycée général Leclerc. Vous vous rendez compte, les symboles de l'État. Lorsque vous allez dans un certain nombre de sites, vous avez l'impression finalement que c'est les autres qu'on a déportés chez nous. J'aurais souhaité voir par exemple sur la place parisienne un endroit où on aurait, je ne sais pas moi, une statue en l'honneur de Douala Mangabel ou même en Allemagne. Vous vous imaginez que c'est de l'impossible. Donc, sans être, on va dire, xénophobe ou alors raciste ou alors, je ne sais pas quoi, antisémite, je ne voudrais pas rentrer dans ça. Je dirais simplement qu'il va falloir qu'on apprenne à se prendre en charge en assumant nos valeurs culturelles, en assumant notre identité, en étant aussi vigilants aux appellations que nous le sommes perpétuées. Si les autres arrivent à rebaptiser, qu'est-ce qui nous empêche de rebaptiser? On peut même le faire de manière pacifique, sans avoir besoin de se tirailler dessus, mais à condition qu'on ait une vision derrière ces actions, qu'elles ne soient pas des actions nationalistes, populistes, simplement pour amener les gens dans la rue, qu'elles soient des actions qui soient guidées et posées sur une vision qui voudrait finalement transmettre une espèce d'éducation où on a des hommes qui sont façonnés à partir de cette vision pour des pays qui se prennent en charge sans avoir finalement honte, n'est-ce pas, de leur identité. Alors, je voudrais qu'on sorte cette soirée d'information par ce nouveau rapport du Figaro, s'agissant bien évidemment de cet attentat ciblé du 13 novembre dernier à Paris et Saint-Dédie. Il y a des nouveautés, Fallon Tchounia. Bien sûr, le Roger a des nouveautés. Le rapport du Figaro fait état de la clôture de l'enquête sur les attentats de Paris, qui nous explique que ces terroristes avaient formé un bouclier humain et ils avaient essayé d'entrer en communication plusieurs fois avec la police et ils réclamaient qu'on les amène la bande de musique de Eagle of Death, ce groupe américain, et parce qu'il se disait qu'il fallait qu'ils attaquent les États-Unis ainsi que la France parce que c'était ces puissances-là qui agissaient et en Syrie et en Irak. Et maintenant, quand ils se sentaient menacés par ces puissances sur les territoires qu'ils occupent en large majorité, maintenant, il fallait qu'ils intentent des actions dans ces pays-là. Il a même été noté que plusieurs fois, ces terroristes ont essayé d'entrer dans le stade pour se faire exploser
au milieu des spectateurs venus regarder le match, mais ça n'a pas été possible. Et il y a même un commando de l'armée française qui a tiré jusqu'à 400 balles. Et maintenant, on se demande s'il y a eu autant de bruit, que ces terroristes ont essayé d'entrer en communication avec la police. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas évité autant ce carnage, surtout de décès, justement? S'ils ont voulu communiquer, ça veut dire que quelque part, il y avait une volonté de ne pas vouloir tuer. Mais bon, cette partie de l'enquête-là n'avait pas été révélée et on ne sait pas pourquoi. Alors, Guy Fondor, 850 policiers mis à contribution des unités spéciales pour mener cette enquête qui c'est aujourd'hui le Figaro. Revenir sur toutes ces informations-là et dans les détails même les plus insoupçonnés, c'est pour passer quel message? Mais c'est tout simplement pour faire comprendre, voilà, pour rassurer déjà les Français, leur faire comprendre que l'État est protecteur, que l'État ne peut pas laisser faire. Donc on comprend ici que l'enquête a été véritablement bouclée et qu'aujourd'hui on connaît très exactement, on a tous les tenants et les aboutissants et qu'à partir de là, on peut, pourquoi pas, on peut résolument sortir de cette situation ou alors engager même continuer voilà, les poursuites vis-à-vis des personnes qui ont été identifiées comme étant des personnes ayant commis des infractions pendant ces violences parisiennes. Donc c'est une façon, publier ces informations, c'est montrer que l'État français est souverain et que personne ne peut toucher à cette souveraineté-là. Mais moi je voudrais revenir, lui Roger, avec votre permission, sur certains éléments d'information qui sont dans ce rapport de police, qui a nourri donc un article paru dans le journal Le Figaro, qui fait état de ce que les terroristes du Bataclan parlaient français sans accent, c'est-à-dire que parler français comme tous les Français, un peu comme pour dire que c'était des jeunes qui probablement étaient français, c'était des jeunes qui avaient grandi en France, et donc pour dire que la France a été frappée par ses propres citoyens, cela revient donc à mieux exposer le mode opératoire donc de l'État islamique et à montrer le danger que représentent les réseaux sociaux, parce qu'on sait que l'État islamique a énormément recruté et formé des jeunes basés dans les États européens via les réseaux sociaux. Donc cela devrait attirer notre attention ici au Cameroun sur le danger que représentent les réseaux sociaux avec la radicalisation de nos jeunes en interne même, qui pourraient être instrumentalisés pour commettre des exactions, voilà, au cœur de nos territoires, à des lieux insoupçonnés. Chronologie, circonstances du massacre, un journal qui prend du temps, presque un mois après ces attaques du 13 novembre dernier à Paris et Saint-Denis, ce qui nous amène à penser quand même que la presse était soucieuse de creuser pour davantage savoir ce qui n'est pas le cas chez nous ici. Par exemple, on a même mené une enquête pour savoir comment les kamikazes ont fait pour arriver jusqu'à créer un carnage. On se contente du fait ponctuel et puis c'est terminé. Bon, écoutez, il faut quand même reconnaître, lui, Roger, que certains confrères sont allés dans le sens de quelques enquêtes, même si les sources d'information sont toujours très délicatement entretenues. Donc forcément, pour quelques-uns qui ont essayé avec beaucoup de volonté, ça n'est toujours pas évident. Maintenant, quand vous évoquez ces confrères français, regardez que le temps pris peut être le temps nécessaire pour aller vers des informations un peu plus profondes, mais en même temps, c'est un temps aussi qui n'est pas anodin parce qu'il n'était pas question de remuer la plaie à la proximité de la douleur. Entre le 13 novembre et maintenant, il y a quand même un peu d'eau qui a coulé sur le pont, la tension a un peu baissé, on peut de manière un peu plus osée évoquer la question. Et même ce rapport-là, qu'on dit clôturé, est certainement clôturé dans son aspect qu'il faut rendre public. Parce que ce rapport, ou ces détails donnés dans ce rapport sont comme une médaille avec son revers. Autant on peut apprécier le fait que les forces de sécurité françaises, notamment la police et tous les autres impliqués dans la traque terroriste, étaient informés d'un certain nombre de choses. Autant on peut aussi regretter le fait que, malgré ces informations, on n'a pas pris davantage de mesures de sécurité. Donc ça peut être comme une médaille qui, avec son revers, peut finalement se retourner contre les forces de sécurité françaises. Mais ce qu'on peut retenir de manière globale sur ce rapport,
c'est qu'il y a quand même une volonté de communiquer. Et ça manque souvent chez nous ici, dans cet aspect qui voudrait que les populations doivent pouvoir se sentir du même bord que les autorités en charge de leur sécurité à travers une espèce de communication qui finalement met la problématique au cœur de la vie de la nation et permet à tout le monde d'être informé, tout au moins au niveau de ce que les consignes sécuritaires et la réserve sécuritaire finalement permettent. Donc on peut dire que bon voilà, c'est un rapport qui est rendu public, qu'on dit clôturé. Il me semble qu'il est surtout clôturé dans l'aspect que les autorités ont décidé de présenter au grand public. Merci monsieur, madame, merci d'être venu. On se retrouve demain pour une autre édition. Nos programmes se poursuivent, ne zappez pas.